Bonsoir à tous, c'est Club de l'Actu et c'est avec beaucoup de ravissement que nous vous retrouvons nombreux devant la lucarne joyeuse pour suivre cette émission qui se fait le devoir de revenir sur les faits marquants de l'actualité qui aura ponctué la semaine qui s'achève. La Guinée vers le retour des démons politiques dans notre pays, tout porte à le croire, du moins en jugé par les menaces proférées par l'opposition guinéenne qui n'exclut plus d'organiser de nouvelles manifestations de rue dans un bref délai pour protester d'abord contre l'avant-projet de chronogramme proposé par la CENI au sortir d'un atelier de planification tenu récemment à Kindia. Dans la ligne de mire également de l'opposition, la question du carburant. L'opposition veut réussir où les syndicats ont échoué, c'est-à-dire réussir à contraindre le gouvernement à baisser le prix du carburant en Guinée. Pour faire la radioscopie de l'actualité sociopolitique de notre pays, nous avons invité pour vous Dr Faya Milimono. Il est le président du BL, le bloc libéral. Il est avec nous sur ce plateau pour l'interroger. Talibé Bari de la radio City FM et du journal La République. Talibé, bonsoir. Bonsoir. Et également sur ce plateau, tout près de Talibé Bari, Tchorno Amadou Kamara, qui est également habitué à ce plateau. Il est le directeur d'application du site mosaicguinée.com. Bonsoir Tchorno. Bonsoir, bonsoir. Et le co-animateur de l'émission, Mohamed Mara. Bonsoir Mara. Bonsoir. Journaliste à la radio Espace FM. Bonsoir Dr Faya Milimono. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir aux amis journalistes et bonsoir aux téléspectateurs. Bien, on va faire un premier tour de table. On commence par la droite avec vous, Talibé Bari. L'horizon politique qui s'assombrit à nouveau en République de Guinée. Bon, c'est le constat que nous sommes malheureusement obligés de faire, puisque nous pensions qu'au terme de l'accord politique qui a permis d'aller à l'élection présidentielle de 2010, que cet accord serait respecté comme des écritures saintes et qu'on aurait donc pu enfin aller à des élections communales et communautaires que je considère comme les plus poisseuses, peut-être même les plus maudites, parce qu'on en parle depuis 4 ans, depuis 2010. 2010 et rappelez-vous que depuis 2005, la Guinée n'a pas fait d'élection à la base. Donc c'est absolument regrettable qu'on en soit aujourd'hui à un quiproquo autour de à quelle date on va organiser les élections, parce que ce qui est grave en ce moment, c'est que l'institution électorale, la CENI, nous a déboulé une avalanche de conditionnalités sans lesquelles les élections ne pouvaient pas se tenir. Parce qu'il faut rappeler que l'accord du 20 août prévoyait que ces élections se tiennent au premier semestre de l'année 2016. Et on a même entendu, s'il vous plaît, le président du cadre de dialogue, le ministre Cheikh Sako, récemment martelé, sériné que ces élections se tiendraient bel et bien au plus tard le 30 juin. Aux dates indiquées dans l'accord. Aux dates indiquées. Et aujourd'hui, si la CENI, forte de ces catapultes, forte de ces retournements de situation, nous regarde dans les yeux, nous décline donc cette avalanche de conditionnalité avant finalement de mettre un gros point d'interrogation devant même le mois d'octobre 2016. Absolument. On en est tout simplement désarçonné et voilà que finalement les démons le thermomètre politique se met donc voilà, les démons des manifestations, des agitations sont aussitôt sortis des tiroirs par qui on sait, l'opposition, qui une fois encore se dit avoir été roulé dans la farine par le pouvoir en place. Merci. Alors, peut-être la lueur d'espoir, si on peut se l'autoriser, elle vient où elle pourrait venir du ministre de la Justice lui-même, qui depuis Paris a indiqué à un des sites de la place que la tâche qui consistait à reporter, s'il y a report, la date de ces élections, incombait plutôt au comité de suivi qu'à la CENI. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Le comité de suivi, d'ailleurs, qui devrait se réunir les jours à venir pour trancher, pour plancher en tout cas sur cette question, sur cet avant-projet de chronogramme proposé par la CENI. Tchorno Amadou, votre lecture de cette actualité, de cette agitation, de ce début d'agitation dans le landerneau politique au sujet de cet avant-projet de chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante. Il a dit, hein, c'est quand même très surprenant parce que nous pensions, il a clairement indiqué
qu'après les élections présidentielles, il n'allait pas avoir le problème qui va débuter, je pense, à partir de la semaine à venir, pour organiser ces élections. Mais la question fondamentale que moi je me pose, c'est justement de savoir est-ce que lorsque les gens signaient cet accord du 20 août 2015, parce que c'est de cet accord qu'il s'agit, est-ce que les gens avaient fait une lecture très objective de la situation pour savoir que objectivement on pouvait effectivement aller à cette élection dès le premier semestre de l'année 2016. Et de l'autre côté, il y a une autre chose que je ne comprends pas, c'est que à cet atelier de Kindia, il y a l'opposition qui a pris part quand même aux travaux. Il y a l'opposition qui a... qui avait ses représentants. Voilà, qui avait ses représentants, qui a accepté, qui a compris, c'est lorsqu'on nous a dit quand même, que la CENI ne pouvait pas organiser ces élections pendant le premier semestre. Donc, que les états-majors à Conakry ici nous donnent un autre discours, ça c'est une autre incompréhension. Mais de toute façon, il l'a dit, le ministre l'a indiqué, il incombe, à mon avis, comme il y a un comité de suivi qui est chargé de faire en sorte que les accords du 20 août soient appliqués, je pense que la CENI aurait impliqué ce comité-là pour qu'avec ce comité, que cette décision de reporter ou pas les élections soit prise. Donc si je vous comprends bien, la CENI aurait dû soumettre d'abord son avant-projet de chronogramme à ce comité, avant qu'il ne soit peut-être dans la presse. Effectivement, à ce comité, ça aurait évité peut-être aujourd'hui toute cette agitation, ces contestations qu'il y a au sein de l'opposition. Bien. Mohamed, votre lecture de cet avant-projet de chronogramme qui vient brusquement, en tout cas, mettre un peu d'agitation dans l'environnement politique guinéen. Je trouve sincèrement la CENI irresponsable dans cette situation. Parce que ce qu'elle dit n'a pas de sens. Aujourd'hui, affirmer qu'elle a besoin de 252 jours pour organiser ces scrutins, moi je me demande, du 20 août 2015 au 30 juin 2016, ça fait combien de jours? Parce que ça fait quand même, si vous voulez, 10 mois. Il fallait ça fait 10 mois, ça fait plus de 10 mois. Organiser la présidentielle. Donc ça fait nettement... Oui, mais attendez, vous semblez oublier une chose. Il était question d'abord d'organiser ces élections locales avant même la présidentielle. C'est à la dernière minute qu'on a dit qu'il aurait été compliqué de les coupler, mais qu'il fallait quand même garder cette dynamique. Donc, immédiatement, organiser les locales après la présidentielle. Et je vous rappelle, il y a un an à peu près, à Kindia, c'était le plan initial de la CENI. C'est-à-dire, juste après la présidentielle, organiser notamment les locales au plus tard en fin mars. Ça, c'est la CENI qui l'avait proposé. Ce sont les politiques qui ont rallongé cela de 3 mois supplémentaires pour aller jusqu'en fin juin. La CENI était à la table. La CENI était partie prenante du dialogue. Alors, je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on nous sorte un peu... Pour moi, il faut qu'on apprenne à respecter quand même les Guinéens. Oui, je suis d'accord, Mohamed. On apprenne à respecter la parole donnée. Si effectivement la CENI a été confrontée à la réalité même de la matérialité Non, je vais vous démontrer tout à l'heure que c'est faux. Je pose une inquiétude qui peut être celle de la CENI. Ce n'est pas le cas. Je vais vous montrer pourquoi. D'abord, la CENI est allée plus vite que tout le monde. La CENI n'est pas la seule partie à ces élections-là. Il y a le ministère de l'administration du territoire. Parce que la CENI, aujourd'hui, est en train de soulever des questions d'ordre juridique. Notamment, le cadre juridique est déjà avec les textes. Or, il semble déjà que l'opposition parlementaire elle-même avait déjà introduit une proposition de loi qui est même, je crois, en examen entre le bureau de l'Assemblée et le gouvernement. Cela n'est pas fait. Qui est bloqué sur la table de Kori président de Kori. Parce que Kori, non, attention, parce qu'on a appris. C'est ce que nous a dit hier dans une émission de la radio. Oui, mais il nous a également appris que Kori aurait toujours dit que ce texte-là était un peu en examen au niveau du gouvernement. Donc, ça peut venir comment on appelle ça, de législatif, tout comme ça peut venir de l'exécutif. Concernant l'autre texte, notamment la loi sur les collectivités, cette loi-là également, il y a un projet de loi qui est déjà avancé et qui, très probablement, va être déposé à partir du 5 avril. Mais bon sang, qu'on attende, que la CENI attende que ceux qui sont chargés de ces questions-là d'abord s'expriment. À ce que je sache, ni le ministère de la Justice, ni le gouvernement n'ont précisé ne pas pouvoir déposer ces projets de loi. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, la question des magistrats. Parce qu'il faut quand même avoir un minimum de 342 magistrats. Mais ce n'est pas une question qui relève de la CENI. Et à ce que je sache, le président, justement, de ce comité de suivi, et qui est également le garde des Sceaux, est
celui-là, à mon avis, qui est le plus à même de parler de cette situation-là. Celui-là également ne s'est pas exprimé. Au contraire, au début de cette année, il a dit et redit que les élections doivent se tenir au plus tard le 30 juin. Ça veut dire que les problèmes que la CENI est en train d'invoquer n'existent nulle part ailleurs que dans l'esprit de certains commissaires de la CENI, mais qui visent d'autres choses. Et attention, je vais vous faire remarquer une chose. Régulièrement, la CENI sert ici, je ne sais pas, de pantin pour nous distraire. Je me demande s'il n'y a pas un autre calcul derrière. Parce que chaque fois que la CENI c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Il y avait d'autres, il y a des enjeux qui sont ailleurs. C'est une très bonne question d'ailleurs. De nous échapper. Bien, Mohamed. Pendant qu'on va en discuter, eh bien, les autres se les passaient à bien, Mohamed, et vous me tendez une très belle perche là pour introduire notre invité, Dr Faya Milimono, une fois encore. Merci de venir à ce plateau pour débattre de l'actualité sociopolitique de notre pays. Est-ce que vous voyez des plans cachés, en tout cas une main cachée, une main politique cachée derrière ce projet de chronogramme proposé par la CENI? Ou un agenda caché. Un agenda caché? Je crois qu'au niveau de l'opposition, quand nous nous sommes retrouvés, on a fait le tour de table sur la question. Nous n'avons pas manqué, effectivement, de voir derrière cette annonce qui était inopportune, je crois, parce que ce que vous venez de dire, tellement d'acteurs qui sont impliqués dans le processus, qui avaient leur mot à dire avant que la CENI ne sorte au grand jour sa proposition, qui est en violation des accords dont ils ont été des signataires. Alors, aujourd'hui, nous sommes en crise, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le pays est véritablement en crise. Pour la première fois, le professeur Alpha Condé lui-même a reconnu qu'il a vidé les caisses. Et son gouvernement a vidé les caisses. Alors, on se préoccupe de renflouer les caisses. Le syndicat a tenté de manœuvrer, n'est-ce pas? Et finalement, c'est entendu avec le gouvernement pour sortir d'une grève. Mais on n'est pas sorti de la crise. Et ça semble embêter sérieusement le professeur Alpha Condé et son gouvernement. D'un côté, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, veulent que la récréation soit terminée. Avec les fonds publics, toute la pagaille qu'on a connue ces dernières années, qui ont plongé la monnaie guinéenne par rapport au dollar, par rapport à l'euro, il faut que, quelque part, il y ait une certaine discipline. Sauf qu'ils ne sont pas allés très loin. De l'autre côté, il y a l'opposition qui élève le ton pour dire, au lieu de se préoccuper seulement de renflouer les caisses, il faut se poser la question, comment on sort l'argent de nos caisses? Et comment on sort l'argent de nos caisses? Nous avons un président qui nous a habitués avec un gouvernement pléthorique, il faut le rappeler. 33 ministres avec le Premier ministre Dioula. Autour de lui, nous avons près de 20 ministres, conseillers, hauts représentants, etc., qui, nous savons, tous les jours, débarquent au port de Conakry des voitures sorties d'usine qui nous coûtent des centaines de millions, n'est-ce pas, de francs guinéens chaque. Et l'entretien. Alors, on va revenir sur la gouvernance d'Alpha Condé tout à l'heure. En essayant sur le chronogramme. Sur le chronogramme. Nous voyons le chronogramme, ça ne nous a pas empêché de réagir par rapport à ça. Et simplement... Vous voyez la main d'Alpha Condé derrière. En réalité, le professeur Alpha Condé est en train de maquiller ce désastre économique parce que, n'ayant même pas les capacités de financer cette élection... Absolument, c'est une très bonne question. Écoutez, ce que nous savons, c'est qu'aujourd'hui, dans l'actualité, tout le monde parle du carburant. Je comprends pourquoi. Parce que même M. Diallo, qui est là, est concerné. Quand il quitte ici pour aller à la maison, il s'arrête à une station d'essence où il paye encore 8 000 pour avoir un litre. Alors, il veut que dans le débat, dans l'actualité, il y ait un autre sujet. La CENI est là comme un bouton sur lequel il faut appuyer pour que voilà, ça explose. Eh bien, de Kindia, ils annoncent qu'on s'en fout de tout le monde, on est indépendant et donc nous fixons la date des élections communales en octobre. Cela en violation des accords. Nous avons simplement, au niveau de l'opposition, rappelé que les accords prévoient premièrement, que les élections soient organisées avant la fin du premier semestre 2016, que les élections, comment on appelle ça, la CENI même soit restructurée. Et pour cela, je crois que M. Mara, tout à l'heure, a rappelé, n'est-ce pas, le projet de loi qui est sur la table du président de la CENI depuis quelque temps. Depuis 2014, il est question de revenir, 2014, n'est-ce pas, sur la copie de la loi 016. Ça fait partie de ces accords. Ça fait partie de ces accords le toilettage du fichier électoral. Vous avez constaté vous-même, malgré toutes les déclarations des membres de la CENI, qu'il y a des gens qui ont été envoyés à des kilomètres
de leur domicile. Maintenant, il s'agit des élections de quartier là. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un dans un autre quartier où il n'habite pas pour aller voter, où il n'a même pas été recensé? Alors, cette question-là, je crois, doit être résolue. Bien entendu, il y a des questions de droits de l'homme. Toutes ces questions-là, nous rappelons que le comité de suivi n'est pas un comité de négociation. C'est un comité de suivi de l'application des accords. Parce que même ce que le ministre a dit, la question devait être soumise au comité de suivi. C'est comme si au sein du comité de suivi, un débat doit être ouvert pour renégocier les termes de l'accord. Non, l'accord a été obtenu de haute lutte, je crois. Chacun a pleinement participé. Là-bas, c'est pour suivre l'exécution. Je suis d'accord que, avec le ministre de la Justice, de ne pas sortir le problème de cette façon-là, mais il faut aussi rappeler à monsieur le ministre qu'autour de la table du comité de suivi, ce n'est pas une négociation, c'est un suivi que nous devons faire. Donc, quand M. Cheikh Sako dit que la question va être tranchée au comité de suivi, ça ne vous rassure pas? Ça ne peut pas être tranché, effectivement, à ce niveau-là. Nous sommes effectivement dans un problème aujourd'hui. Cette date, avant la fin du premier semestre de l'année 2016, il faut qu'on respecte ça. Vous avez suivi Sako lui-même, vous l'avez rappelé. Docteur, vous êtes en train de dire que la question de la période à laquelle les élections doivent se tenir ne sera pas à l'ordre du jour parce qu'elle reste figée et que c'est bien évidemment avant la fin du premier semestre 2016. Parce que les points quand même de l'accord du 20 août précisent que cela devrait avoir lieu avant la fin du semestre. Il faut que nous comprenions. C'est-à-dire pour vous, ce n'est pas discutable. C'est non négociable. Il faut simplement veiller à l'application de l'accord. Nous sommes une république et cessons d'être une république bananière pour être une république sérieuse. Vous l'avez rappelé dans l'introduction de cette émission. Les élections communales, on en voulait déjà depuis 2010 parce que les mandats de nos élus locaux étaient expirés déjà en 2010. Quel combat on n'a pas mené en 2011 pour que les élections aient lieu? Quel combat on n'a pas mené en 2012? Les élections n'ont pas eu lieu. En 2013, il faut rappeler, avant d'aller aux élections législatives, il y a eu un accord. Cet accord avait un additif que le ministre porte-parole du gouvernement ne s'est pas gêné de dénoncer devant toutes les caméras pour dire qu'il ne peut pas être engagé par la signature d'un facilitateur. Alors, encore une fois, on a reporté en 2014. Les questions que soulève aujourd'hui la CENI, est-ce que c'est des questions qu'on connaissait seulement hier? Non, ces questions-là étaient connues depuis 2010. Alors donc, par conséquent, il faut qu'on sache si les gens sont en train d'utiliser les fonds publics pour faire quelque chose ou simplement pour croiser les bras et puis à un moment donné, on se réveille pour dire on ne peut pas faire ça. Il y a eu des budgets qui ont été votés dans ce pays pour l'organisation des élections communales. Regardez dans nos différents budgets, depuis 2010, on parle des élections locales. Eh bien, dites-moi, un seul franc qui a été retourné au trésor public parce que ces élections n'ont pas été organisées. Effectivement, en 2015, qu'est-ce que la CENI ne nous a pas fait croire? Ils ont dit on est presque à la fin du processus pour l'organisation des élections communales. Absolument, on s'en souvient encore. Ouais. Il ne restait que l'impression des cartes d'électeurs, l'impression des bulletins. Donc, le fonds a été utilisé complètement. Il y a eu du gâchis. Alors, on nous dit, on ne peut pas, il faut aller aux élections présidentielles. On est allé. Encore, l'argent est en train d'être utilisé jusqu'aujourd'hui. Toutes les rencontres à Kindia, mais c'est des millions qu'on est en train de dépenser. Pendant ce temps, les caisses sont vides. Pendant ce temps, l'État ne trouve moyen que d'aller chercher dans la poche du Guinéen, le plus pauvre de la chose, comment on appelle ça, de l'Afrique de l'Ouest, de l'argent qui n'existe pas. Il faut qu'on s'arrête là-dessus pour dire que c'est une question sérieuse et que ce n'est plus un moment de débattre. C'est un moment d'appliquer des accords. Bien. Nous sommes encore sérieux. Docteur Faya Milimono, notre invité sur ce plateau. Allez-y. J'ai envie de poser cette question parce que vous rappelez tout à l'heure d'autres points contenus dans cet accord. C'est notamment le respect des droits de l'homme, c'est notamment la question liée au fichier électoral. Est-ce que finalement la faute n'est pas au comité de suivi qui n'est pas jusque-là parvenu à faire appliquer ça? Est-ce que la CENI finalement n'a pas raison de dire nous n'allons pas à une élection sans que ces autres questions soient réglées, notamment la question liée au fichier? Est-ce que la CENI n'a pas besoin de temps pour tout cela? Pour enfoncer ça, pour enchérir. Il y a M. Aliou Condé, l'honorable Aliou Condé, qui nous a dit sur l'espace FM, chez nous, que le comité de suivi ne se réunissait plus. Parce que la CENI n'y participait pratiquement plus, elle regarde tout le temps avoir d'autres activités ou des retraites.
Je crois Est-ce que finalement, ce n'est pas la faute de ce comité de suivi non, non. à laquelle l'opposition aussi prend part? Ne cherchons pas un bouc émissaire. Ouais, mais est-ce que le comité de suivi a une autorité coercitive? Il y a une CENI qui a la responsabilité d'organiser des élections. Il y a eu des accords politiques. Depuis ce moment-là, on devait mettre en branle les structures, toutes les structures de la CENI pour commencer à faire les pas vers les élections locales. Vous avez suivi la déclaration du président de la CENI quand le Premier ministre, ça a été l'un des bureaux qu'il a visité, quand il a commencé les visites, le Premier ministre actuel. Vous avez suivi les paroles de Bakary Fofana en ce moment-là. Il n'avait pas affirmé devant le Premier ministre que le calendrier serait respecté. Soudain, on se réveille pour dire « Oh, on n'avait pas pensé à tel ou tel problème, soyons sérieux. » Il ne faut pas chercher de bouc émissaire. La CENI, il y a un problème au niveau de la CENI. Ce n'est pas pour rien qu'on a demandé qu'elle soit complètement restructurée et qu'on revoie la copie de la loi 016. La CENI croit que son indépendance, n'est-ce pas, peut se comprendre comme une indépendance vis-à-vis de la République. Vous comprenez? Quand la République, il y a eu des accords, des acteurs politiques auxquels la CENI était partie prenante, auxquels tous les partenaires étaient partie prenante. Alors je me dis, la CENI ne peut pas s'exclure de ce processus pour brandir l'argument d'être indépendant. Vous comprenez? J'ai suivi les déclarations qu'ils sont en train de faire. Mais c'est farfelu, ça n'a pas de sens. C'est des fonds publics qu'on est en train d'engloutir dans ces fameuses élections. Et aujourd'hui, et là il faut insister là-dessus, parce que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la manière dont nos fonds sont utilisés. Bien. Un audit de la CENI est nécessaire. Un audit d'ailleurs de toute la gouvernance du professeur Alpha Condé depuis 2010 est nécessaire. Ouais. Or, nous avons un problème au moment où nous parlons. On va parler maintenant des annonces de l'opposition au terme de sa rapport. Moi, je veux quand même cette question, docteur. Ouais. Les responsabilités, c'est vrai, on le sait tous que la CENI se comporte très mal dans cette affaire-là. Mais la CENI dit avoir besoin de 252 jours pour organiser ce scrutin. Or, du 21 octobre 2015, date à laquelle les résultats définitifs ont été annoncés, au 30 juin 2016, on a exactement 252 jours. Exactement 252 jours. Si la CENI n'a pas commencé à poser les premiers actes, parce qu'il avait même déjà du personnel sur le terrain, est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que vous-même, politiques, avez manqué de vigilance, parce que vous étiez préoccupé par la question des différents recours et tout cela? Est-ce que c'est finalement pas la faute? Est-ce que ce n'est pas un réveil tardif? Non, quand bien même la CENI vous a habitué à vous endormir. Parce que là, on a perdu banalement 200 sur des agendas qu'on connaît, et par la suite, voilà. La CENI vous regardez et vous dites qu'on ne peut pas tenir... Près de 100 jours après, vous je vais vous dire, Talibé, la CENI continue avec la mauvaise foi. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit au président de la CENI, en tant que président du Bloc libéral, avec ampliation au ministre de la Justice, qui est le président du cadre de dialogue, et également au ministre de l'administration de territoire. Comment pouvez-vous imaginer que la CENI, par exemple, décide d'une mission à envoyer à l'intérieur pour évaluer un processus auquel nous avons pris part? Nous avons nos représentants à l'intérieur. Ça saute aux yeux. C'est plus facile de demander au Bloc libéral, ici à Conakry, d'informer ses représentants à l'intérieur qu'une mission vient et préparez-vous, il sera question de ceci ou de cela. Que la CENI parte à l'intérieur du pays et commence à chercher les représentants du Bloc libéral avec des torches. Vous comprenez? Nous avons interpellé la CENI pour dire ce n'est pas comme ça qu'on travaille. C'est une incompétence béante. Vous comprenez? Rappelez-vous, depuis la signature de ces accords, le ministre de la Justice, président du cadre de dialogue, a écrit à toutes les structures concernées pour prendre les dispositions dont parle maintenant la CENI. C'est-à-dire, on a écrit au ministre de l'administration du territoire pour que les dispositions soient prises. Parce que pour que les élections locales soient organisées, il faut effectivement le découpage des communes, des quartiers, détermination du nombre de conseillers, par-ci, par-là, etc., etc. On a écrit à toutes les autres structures. Je crois que, oui, il peut y avoir quelques faiblesses au niveau du comité de suivi. Mais ici, il ne faut pas
trouver des explications à une irresponsabilité, à une incompétence d'une institution qui a besoin complètement d'être restructurée si nous voulons continuer à nous comporter comme une république. Vous n'avez pas... Docteur, Talibé, vous parlez tantôt d'incompétence, tantôt de mauvaise foi. Mais bien sûr, la CENI. La CENI a à son actif, cette CENI-ci, a son actif 2 élections, et pas des moindres, les législatives et la présidentielle. Est-ce que parler encore et encore d'incompétence, ce n'est pas trouver des excuses à cette CENI? Est-ce qu'il ne s'agirait pas plus de mauvaise foi que d'incompétence? Non, il y a la mauvaise foi, il y a l'incompétence. Il y a beaucoup de choses qui expliquent le fait que la CENI se comporte comme ça. En réalité, la majorité des membres de la CENI déjeunent avec Alpha. Vous comprenez? En fait, non, il faut savoir comment les choses se passent. On est dans un petit pays de 245 857 km². 11 millions d'habitants, on se connaît tous dans ce pays. Ce qui se passe à Siptoria le lendemain, tout le monde connaît. Même mon frère et ami qui est à Dakar, Mandian Sidibé, il comprend mieux ce qui se passe à Siptoria.